Aujourd'hui, c'est l'école. Du coup, les élèves perturbateurs, je vous laisse vous mettre dans le fond de la classe et d'éviter de jeter des boulettes de papier sur vos collègues qui voudront écouter. Et les petits intellos à lunettes comme moi à l'époque, je vous laisse vous mettre devant parce que si vous êtes plus loin que le 2e ou 3e rang, vous allez rien voir. Je vous laisse vous installer dans la classe parce qu'aujourd'hui, c'est un cours d'éducation canine ou plutôt d'information canine, plus précisément. On va parler aujourd'hui de la stigmatisation des races. On jette pas des tomates sur le professeur. Ah non, hein, pas déjà, hein. Le cours a pas commencé, hein. Ça y est, les élèves sont perturbés. On a le droit à la calculette? Oui, y a rien à calculer. À part peut-être votre niveau de connerie pendant le cours. Je reviens dans 5 minutes. Et voilà, ça y est, les premières pauses pipi du cours. Fais vite, hein. Bon, parlons peu, parlons bien. Je vous présente le sujet d'aujourd'hui. Bienvenue dans ce cours Conseil canin, qui est un cours sur l'information des chiens. Aujourd'hui, on va parler de la stigmatisation des races de chiens. Comme vous pouvez voir, on a une magnifique photo issue d'une banque de données d'un Rottweiler et d'un Chihuahua. Oui, parce que j'ai pas encore quelqu'un dans la commune qui aurait un Rottweiler et un Chihuahua pouvant nous mettre une petite photo ensemble. Et je trouve qu'elle résume très bien ce sujet d'aujourd'hui. Alors, du coup, la stigmatisation des races de chiens. Déjà, la stigmatisation, qu'est-ce que c'est? La stigmatisation, principalement, ça désigne le fait d'attribuer des caractéristiques négatives, donc à savoir dangerosité, agressivité, imprévisibilité, tous les trucs en T, à certains chiens uniquement en fonction de leur race plutôt que de leur comportement individuel. Donc on va plutôt dire tel chien est comme ci, comme ça, telle race de chien est comme ci, comme ça, sans forcément laisser le champ ouvert à d'autres raisons. Quand on parle de stigmatisation, on parle plutôt d'un raccourci mental. On va associer une race entière à des traits négatifs. On va ignorer aussi les différences entre les individus. Et ça revient, comme je disais, à dire tous les chiens de cette race sont comme ci ou comme ça. Typiquement, c'est ça la stigmatisation. Alors que pour le coup, en réalité, chaque chien est différent. Il va se différencier par sa génétique, par son éducation, par son environnement, par ses expériences et par son caractère individuel. J'ai envie de vous dire un petit peu comme nous également, un petit peu comme la quasi-totalité des êtres vivants. J'imagine que même chez les chats, chez les lapins, chez les furets, chez les chevaux, on va pas dire tous les pur sang arabes, qui n'est autre qu'une marque de cheval, sont comme ça et ont tous le même caractère. Donc en réalité, je pense que c'est propre à tous les êtres vivants. Comme vous pouvez voir, je me suis permise d'utiliser les photos que vous mettez dans le Discord pour illustrer ces slides. On a une magnifique photo du chien de la reine du dancing, de Cava, encore une fois, vraiment désolée, j'ai vu ça ce matin. Je savais pas si c'était une bonne chose de la laisser la photo ou pas, en espérant que ça te fasse plaisir cavalerie plutôt que ça te rappelle de mauvais souvenirs. Et une belle photo de la petite chienne de céréales. Et il y a aussi Mindy, quand elle était bébé. Regardez cette petite bouille. Du coup, tous les chiens vont se différencier par toutes ces choses-là. Nous aussi d'ailleurs. Imaginez, on devait dire tous les Français sont comme ça. Tous, sans exception. Pourquoi? Parce qu'ils sont français. Il y aurait un petit problème quand même. Du coup, en réalité, prendre le premier trait cité, à savoir du coup la génétique d'un chien comme étant une fatalité, revient au final à faire une stigmatisation d'une race tout entière. Donc là, pour le coup, c'était qu'est-ce que c'est la stigmatisation? Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, qui n'ont peut-être pas entendu parler de ça, ou qui connaissent le mot mais sans forcément connaître la signification, maintenant vous l'avez. Les races concernées, donc les races les plus touchées par la stigmatisation, alors on l'a dit tout à l'heure, elles le sont toutes, ok? Mais on va parler de celles qui le sont principalement, selon moi, ou du moins depuis le plus longtemps, tout ça. Les races les plus touchées par la stigmatisation sont tout d'abord des races au physique assez particulier, inspirant la dangerosité. Mindy, attention, moi aussi je suis particulière et je peux inspirer la dangerosité. Eh oui, pourquoi? Parce que je suis suisse. Voilà, ça c'est de la stigmatisation. Les races les plus touchées par la stigmatisation, comme je disais, c'est tout d'abord des races au physique particulier, inspirant la dangerosité. On va avoir par exemple le staff ou le pitbull. Alors pour rappel quand même, le pitbull, ce n'est pas une race, ok? Le pitbull, c'est un type de chien et c'est un croisement d'un type Amstaff avec une autre race. Donc par exemple, vous avez un American Staff qui va se reproduire avec un Labrador, le bébé sera un pitbull. Pourquoi? Parce que c'est un type de chien, mais c'est un croisement, ce n'est pas une race. Je le précise parce que souvent les gens ont tendance à penser que le pitbull est une race à part entière. Mais en réalité, non, c'est un type de chien. Du coup, on va avoir le staff, le pitbull, le rottweiler, le doberman, le berger allemand, le malinois, voilà. On connaît toutes ces races un petit peu en mode « oulala » qui font peur quand on les voit. Pour plein de raisons, on va en parler. Et à l'inverse, pas du tout. À l'inverse, c'est ici.
À l'inverse des races jugées dangereuses, il existe une autre forme de stigmatisation qui est pour moi aussi une des plus répandues, mais qui est un petit peu plus subtile. Ça va être celle qui touche les petits chiens, comme les caniches ou les Yorkshire, parce qu'ils sont souvent perçus comme un peu fragiles, capricieux, pas très très intelligents, un peu chien de mamie. Vous voyez, ce fameux chien de mamie. On imagine tout à fait la petite mamie un petit peu bourgeoise avec son petit bichon là dans les bras, et puis qui va parler comme ça et qui va bon, maintenant ça suffit, tu te tais, hein. Oh là là, mais il est vraiment vous. Oh, il est terrible aujourd'hui. Je pense que c'est parce qu'il y a eu la pleine lune hier soir, mais aujourd'hui il est terrible. Voilà, cette image, on l'a tous. Ici, pour le coup, le problème, c'est pas vraiment la peur par rapport au paragraphe précédent, mais c'est plutôt le manque de respect ou de sérieux. On va pas vraiment prendre ces chiens-là au sérieux. Et cette réputation, elle vient pas forcément des chiens eux-mêmes, elle vient même pas du tout des chiens eux-mêmes, mais de l'image culturelle qu'on leur a associée par rapport à plusieurs points, par rapport à leur taille, par rapport à leur apparence. La taille, ça va être plutôt assimilé un peu à de la faiblesse. C'est petit, donc ça fait pas très peur. Ils sont un peu limite à protéger. Ils sont un peu faibles. C'est des petits, quoi. Genre, je fais une pichenette, le chien s'envole. Donc au final, c'est pas... voilà, c'est plutôt en mode... Ouais, on leur manque de sérieux un peu. Leur apparence, le toilettage aussi va avec, les rubans, les vêtements, ça peut être perçu comme plus superficiel, alors que je le rappelle, un Yorkshire avec un ruban ou un petit élastique dans ses cheveux, c'est pour lui dégager la vue. C'est pas pour le rendre joli, c'est pour le dégager la vue. Parce que sinon, il voit rien, en fait. Donc vraiment, il y a un côté à la base où nous, on va croiser un Yorkshire. Enfin, nous, certaines personnes vont croiser un Yorkshire et vont le voir avec un petit chouchou ou quoi, et on va se dire « Oh, c'est bien, c'est mignon de coiffer les chiens. » Mais il y a vraiment une utilité à ça. C'est pas juste pour faire joli. Les vêtements. Alors, les vêtements, c'est pareil. Un chien à poil ras, en plein hiver, eh ben, je peux vous assurer que heureusement qu'il a un vêtement, parce qu'il a pas de sous-poil pour se protéger du froid. Tout comme un été. C'est pareil, mais ça peut être perçu comme superficiel. Le type de propriétaire aussi un peu stéréotypé, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, les personnes âgées. Voilà, personnes âgées ou personnes un peu bourgeoises, etc. On va tout de suite associer certains types de chiens à des gens, à des types de personnes. Il y a aussi le manque d'éducation. Et ça peut être un vrai problème, et c'est aussi ce qui fait que le petit chien peut continuer d'être stigmatisé sur certains points. En fait, souvent, les petits chiens, ils souffrent d'un manque d'éducation très, très sévère, car il y a beaucoup de gens pensent que bon, il est petit, donc c'est pas très grave. C'est-à-dire que votre chien va tirer en laisse, vous pouvez le retenir, quoi. Il vous arrache pas le bras, donc en fait, pourquoi aller lui apprendre la marche en laisse, vu que de toute façon, à nous, en tant qu'humains, ça nous fait pas chier. S'il déclenche sur un énorme chien ou sur un enfant, c'est pas grave, on peut le retenir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment le raisonnement qui va généralement se mettre en place. Beaucoup de gens pensent qu'il est petit, donc c'est pas très grave. Du coup, on peut avoir des situations un petit peu what the fuck. D'ailleurs, je vous ai trouvé pas mal vous verrez, il y a beaucoup de passages vidéo, je veux pas vous endormir pendant ce cours, il y a pas mal de passages vidéo issus des réseaux sociaux, short, YouTube, etc. Que ce soit du contenu court ou du contenu long, mais qui va un peu vous montrer de quoi je parle. Et du coup, c'est aussi ce qui nous amène à croiser des petits chiens qui aboient excessivement, souvent provoqués par la peur de leur environnement et un manque de socialisation, et aussi par une espèce de petit complexe de taille déclenché par tout ça, évidemment. On a pas mal ce réflexe du bon, vu que c'est un petit chien, soit il va rien m'arriver, c'est pas très grave, ou soit c'est pas grave s'il a des problèmes de comportement. Ce qui est légitime, attention, comme façon de penser. Du coup, en réalité, la stigmatisation confond ce qu'un chien pourrait faire avec ce qu'il fait réellement. Du coup, pour comprendre un peu la stigmatisation, il faut remonter à une idée clé dans l'histoire. Les races de chiens sont des créations humaines. Pendant des siècles, les humains ont sélectionné les chiens pour leur capacité à remplir une fonction précise. Par exemple, on avait les chiens de berger, alors je les ai pas tous mis, évidemment, vous doutez bien, c'est un peu synthétisé, mais on avait déjà fait un live conseil canin sur les groupes de chiens, justement, classification et groupes de chiens. Alors, on a les chiens de berger qui sont là pour guider, contrôler un troupeau, grosso modo. Les chiens de chasse qui sont là pour pister, pour poursuivre et pour rapporter. Sachez d'ailleurs que le retriever, comme vous pouvez l'entendre, par exemple, un golden retriever, ce n'est autre que le rapporteur de gibier d'eau. Au moins, vous savez, petite anecdote. On a également les chiens de garde qui servent à surveiller, dissuader et protéger. Cette sélection s'est faite sur plusieurs générations en privilégiant certains traits physiques et psychologiques. Par exemple, l'endurance, la force, la réactivité. Mais il y a plein d'autres points. Alors, outre l'histoire et la sélection des races, parce que c'est un petit point, là on va partir sur un point qui me chafouine, les lois et les classifications. Alors,
pour le coup, les lois et les classifications, ça joue un grand rôle dans la stigmatisation parce qu'elle donne une espèce de validation officielle à certaines idées sur les chiens. Quand l'État classe une race comme dangereuse, ça va directement influencer la perception de l'opinion publique. Voilà, c'est comme ça, c'est l'État, il a dit, donc voilà. Par exemple, je prends la loi 99.5 du 6 janvier 1999 française. Vous pouvez, je vais vous mettre d'ailleurs, parce qu'on va pas voir en détail cette loi. Je vous la mets si jamais, je vous mets l'article de loi directement dans le chat. Si ça vous intéresse d'aller la lire, on va pas en parler en détail parce qu'on a déjà fait un live dessus. Enfin, c'était pas sur ça exactement, mais un live où on a parlé des chiens de catégorie et on a déjà vu cette loi en long, en large, en travers. Donc on va pas y revenir réellement dessus. Mais en gros, cette loi, ça va classer les chiens en 2 catégories. Et d'ailleurs, ne serait-ce que les noms des catégories déjà font peur. La catégorie 1, ce sont les chiens d'attaque. Voilà. La catégorie 2, les chiens de garde ou de défense. Voilà. Alors comme je disais, je vais pas m'étaler sur cette loi. On en avait déjà discuté pendant un live, donc je vais pas vous dire exactement qu'est-ce que dit la loi, mais grosso modo, elle a été introduite en 1999. À la base, plusieurs incidents impliquant des chiens perçus comme dangereux. Et l'objectif, c'était de protéger le public, c'était de réduire les accidents graves et de réglementer la possession des chiens puissants pour responsabiliser les propriétaires. Le problème, selon moi, après là par contre, attention, c'est un point de vue hyper personnel ce que je vais vous dire. En réalité, non, là c'est un fait, mais après je vais développer sur mon point de vue personnel. La loi, elle ne classe pas réellement les chiens en fonction de leur comportement individuel. Elle va classer les chiens. Cette loi a été faite en fonction de la morphologie et de la puissance du chien. Donc, dans la loi, quel chien a été considéré comme catégorie 1, quel chien a été considéré comme catégorie 2, ça dépend de plusieurs points. La taille et la musculature du chien, la taille et la force de la mâchoire, la taille des dents et la capacité à infliger des blessures graves, et juste leur gueule. Est-ce qu'ils font peur ou est-ce qu'ils font pas peur? Voilà, c'est ces 4 points-là qui ont été pris pour créer cette loi. Selon moi, il y a un souci, parce que du coup, un staff, un pitbull, un rottweiler, il va pas être jugé dangereux parce qu'il a mordu quelqu'un, mais parce que s'il mord, il a des traits physiques qui pourraient rendre une morsure très grave. Alors j'entends, mais je comprends pas. Du coup, évidemment que cette loi va renforcer la stigmatisation des races, il n'y a pas photo. Bien que ça soit pas la seule qui va la renforcer, mais oh, regardez le beau malinois de Mr. Fight. Ça va forcément renforcer la stigmatisation sur plusieurs points. Déjà par rapport à l'association, c'est-à-dire race égale danger. La loi, elle va classer les chiens par race et pas par comportement individuel. Du coup, le résultat, c'est que certaines races sont perçues comme si elles étaient agressives en réalité, mais même si le chien est équilibré. La deuxième chose, c'est que déjà, il y a des contraintes très lourdes pour les propriétaires suite à cette loi. La muselière dans les lieux publics pour les catégories 1, dans les catégories 2 aussi, dans les endroits clos, enfin bref. Évidemment, laisse obligatoire pour toute la vie du chien partout si c'est un catégorie 1. Un permis carrément de détention. Pour avoir ce permis, il faut avoir plus de 18 ans, il faut pas avoir été un minimum un délinquant et pas avoir du tout de casier judiciaire. Enfin, c'est une folie. Interdiction de reproduction pour les catégories 1, interdiction de vente. Du coup, en fait, ça a créé directement l'impression sociale que posséder ce chien, c'est juste... c'est risqué, c'est dangereux, c'est irresponsable. Si vous avez un de ces chiens, vous êtes irresponsable. Au final, ça a aussi un impact psychologique sur le public, parce que vous avez votre staff muselé juste parce que c'est la loi. Ils se disent quoi, les gens, au final, quand vous les croisez? Ouh là là, il a une muselière, donc automatiquement, il est dangereux. Il va pas se dire, ah oui, mais alors ça, c'est un catégorie 2, et vu qu'on est, en effet, dans un lieu public, machin, muselière obligatoire. Non, c'est tout de suite, oulala. Muselière, c'est qu'il faut pas qu'il morde. Donc potentiellement, c'est qu'il peut mordre. Donc potentiellement, c'est qu'il va mordre. Au final, on a aussi un peu la stigmatisation sur les propriétaires de ces chiens-là, parce que du coup, il va être perçu carrément comme dangereux, le propriétaire. C'est que la stigmatisation va même se passer du chien au maître, vu que vous êtes irresponsable. Et évidemment, j'ai pas forcément besoin de le dire, mais ça renforce du coup la stigmatisation, ça devient un peu le symbole, avoir ces chiens-là, c'est un peu le symbole légal du risque. Du coup, même si vous avez un chien bien éduqué, il va quand même subir une espèce de méfiance générale. Donc, grosso modo, comme je l'ai écrit, si vous avez un chien de catégorie 1 ou 2, vous manipulez un animal dangereux, vous êtes responsable de tout incident, et votre chien est à risque social selon cette loi. Bon, je vous ai fait un petit tableau de comparaison qui pour moi est quand même
il est un peu parlant. Il est quand même parlant. Je vous ai pris 3 marques de chiens, donc à savoir un joli petit staff tout mignon, un joli berger allemand tout mignon, un joli labrador tout mignon. J'ai utilisé exactement les mêmes adjectifs qualificatifs, c'est pas pour rien. Alors il faut savoir que vu que la loi a décidé de classifier les chiens catégorisés, de faire la classification avec ces 4 points spécifiques, donc à savoir la puissance de la morsure, la taille des dents, la musculature et est-ce qu'il fait peur ou pas. Voilà, c'est de ça qu'est composée la loi. Et pourquoi pas, au final, comparer 3 races qui sont pourtant, au final, similaires. Donc la puissance de morsure, ça se mesure en PSI, c'est une unité de pression anglo-saxonne. Il faut pas le confondre avec le Pascal, l'unité Pascal. Et c'est le pound per square inch. Yeah, I speak English very well. I know. Donc c'est une pression par livre au pouce carré ou je sais pas quoi. Bref, c'est une unité de pression. Bien sûr qu'ils sont tous mignons, mais oui. Et au final, quand on regarde, là c'est un point de vue très personnel, mais je pense que quand on regarde en fait ça, le staff, il va mordre entre 230 et 300 PSI, la puissance de la morsure. Le berger allemand, 230-290, donc quasiment pareil. Et le labrador aussi, au final. Moi perso, un chien qui vous mord à 230 PSI, ça fait mal. Oui, ça fait très mal. La taille des dents, elles sont berger allemand et labrador, elles sont quasiment similaires. Il y a au niveau du staff, c'est un peu plus épais. Les dents sont un petit peu plus épaisses. La musculature, il suffit juste de regarder. Là, c'est très musclé, c'est très compact. Là, c'est très allongé, mais c'est très puissant. Ça reste un peu compact quand même. Et là, c'est ok. Là, ouais, ça va. Moi, je suis pas super musclé. Je prépare mon summer body l'hiver. Voilà, c'est tout. Lui, c'est un peu Adam. Et au niveau de l'image sociale, lui, il est dangereux. Lui, c'est famille. Et lui, il est catégorisé. Lui, il l'est pas. Et lui, il l'est pas. Pourtant, elle est, au final, si on peut enlever un peu le labrador. Par contre, je le rappelle, le labrador, c'est le deuxième chien le plus mordeur en France. Alors, aussi parce que c'est le deuxième chien qui est le plus répandu, certes. Mais du coup, le labrador a quand même une puissance de morsure comparable. Les dents sont les mêmes qu'un berger allemand. Et dans l'esprit collectif, on va avoir tendance à avoir plus peur d'un berger allemand que d'un labrador. Pourtant, s'il mord, c'est la même chose. Il a une morsure comparable, mais il est jamais vraiment perçu comme dangereux. Le labrador, c'est quand même la deuxième race qui provoque le plus de morsures en France, principalement du fait que ça soit la race la plus répandue. Donc il y a une question de proportionnalité, on est d'accord. Mais question personnelle que je me pose personnellement, et peut-être que je me plante complètement, mais c'est vraiment une intuition personnelle, si les risques étaient réellement plus faibles, parce que t'as un labrador par rapport à un staff qui est catégorisé et lui qui ne l'est pas, si les risques de morsure étaient réellement plus faibles. Ok. Pourquoi le labrador, bien qu'il soit un des chiens les plus répandus en France, reste toujours en haut du classement des morsures? Moi, c'est vraiment une question que je me pose. Logiquement, il devrait quand même être au milieu du classement ou en bas. Si du coup les risques étaient, même si le chien est très répandu, si les risques étaient vraiment plus faibles parce que c'est un labrador, du coup, je suis pas sûre. Selon une étude réalisée, je laisserai les modos vous mettre le point d'exclamation étude dans le chat. Je vous l'ai mise si vous voulez la lire. Je l'ai lue. Elle est très 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 intéressante. Elle date un petit peu. Elle date de 2009-2010, mais selon moi, elle est très parlante. Selon une étude réalisée entre 2009 et 2010 par Santé publique France. C'est pas une étude qui a été sortie, c'est des études faites par l'État français. Plus de 75% des morsures ont lieu à la maison. Elles impliquent souvent un chien connu de la victime. Elles sont généralement liées à la peur, à la douleur ou à une mauvaise interaction. Pas à la race, jamais à la race. Donc le problème principal, c'est pas vraiment quel chien, mais plutôt quelle situation. On a aussi les médias qui jouent un rôle quand même très important dans la stigmatisation. Les médias, ils fonctionnent souvent avec une règle, on va dire, assez simple. Ce qui est rare, violent, choquant, attire plus l'attention. On est d'accord. Pas tous les médias, heureusement. Il y en a qui ne fonctionnent pas forcément comme ça, mais la majorité des médias, c'est plus ça fait du bruit, mieux c'est. Du coup, une attaque grave impliquant un chien est souvent très médiatisée, surtout si le chien appartient à une race déjà perçue comme dangereuse. Par exemple, après plusieurs attaques dans les années 1990 en France, souvent attribuées à des types pitbull, du coup, type staff, les médias ont multiplié les titres alarmistes. Ça a contribué directement à l'adoption de la loi qu'on a vue juste avant, la loi de 1999. On parle du coup d'un effet un peu d'amplification médiatique. Il y a aussi le biais de disponibilité avec les médias. C'est un mécanisme psychologique assez bien connu. Plus un événement médiatisé, plus on pense qu'il est fréquent. Par exemple, tu vois plusieurs reportages sur des attaques de staff, t'as l'impression que ces attaques, elles sont très fréquentes parce que tu vas lire plein d'articles dessus, tu vas voir plein de choses comme ça à la télé, alors qu'en réalité, elles restent statistiquement, très rares. Et au final, en réalité, les morsures graves, elles sont très minoritaires parmi l'ensemble des interactions homme-chien. Vous avez
beaucoup plus de proba qu'une interaction cool se produise plutôt qu'une interaction où vous allez vous faire mordre gravement. Mais elles sont surreprésentées dans les médias. Et je vais même aller, plus loin que ça. Là, c'est un point de vue très personnel, mais ça m'énerve. Quand vous voyez des articles sur Internet qui ne concernent aucunement cette race de chien-là, ça peut être un labrador qui a mordu. Vous allez avoir une photo d'un chien qui fait peur. Même si c'est un labrador qui a mordu. Même si c'est un Yorkshire. Là, typiquement, on peut le vérifier parce que tout simplement, l'illustration, elle a été prise dans une banque de données. C'est pas du tout la photo du chien. C'est une banque de données de photos. Vous pouvez télécharger les photos et les mettre dans des articles. J'ai lu l'article en entier. En aucun cas, il parle de la race du chien. On ne sait pas quel type de chien. Un homme se fait mordre par son chien en furie et perd son visage en pleine rue. Un marginal a été violemment attaqué par son propre chien ce jeudi 19 mars 2026 en fin de journée dans le quartier de Pardieu à Lyon. Il a été mordu en plein visage. On ne sait pas la marque du chien. Peut-être pas de marque. Elle se fait mordre par un chien qui saute du 2e étage d'un immeuble. Vous pensez vraiment que c'est elle? Ah, moi je pense juste là qu'elle est avec son petit bosseron sur un terrain et qu'elle est en train de se faire kiffer en faisant du mondiaux ou du campagne avec son chien, la madame. C'est pas elle qui s'est fait mordre par ce chien-là. Et c'est quoi comme chien? C'est un bosseron. Et c'est quoi comme discipline? C'est du mordant qui est représenté. J'ai lu l'article, on ne sait pas la marque du chien. Les morsures de chiens augmentent dans le canton. Article suisse. La photomètre? Les cas de morsures de chiens se multiplient dans le canton de Vaud. Maîtres plus négligents, animaux plus dangereux. Nous faisons le point sur les raisons possibles de cette escalade. Les marques de chiens ne sont pas mentionnées. Mais il y a qui en photo? Un chien muselé. Autant vous dire que si ce chien est réellement muselé comme ça tout le temps, c'est pas lui qui a mordu. Voilà. Ça me fatigue de voir des trucs comme ça dans les réseaux. Et notre cerveau, il va faire quoi? Il va faire oulala, regarde la photo du chien là. Le rôle des propriétaires, oui, parce que c'est bien beau de remettre la faute sur les médias, les jeux vidéo, les lois, etc. Mais parfois les propriétaires de chiens eux-mêmes, ils vont jouer un rôle dans la stigmatisation des races. On a certainement tous déjà rencontré quelqu'un qui nous a dit: ah oui, mais la grande-tante du cousin de ma sœur, il avait un husky et du coup, vu que c'est un husky du coup, et on a peut-être déjà nous-mêmes, sans le savoir, contribué à cette stigmatisation sans vraiment s'en rendre compte, en tenant des propos ou en cautionnant des actes sous prétexte de la race du chien, de la taille, de quelque chose. Et c'est ok, c'est pas grave, mais c'est bien de le conscientiser pour essayer de faire mieux. Et si on fait pas mieux, c'est ok, c'est pas grave, mais au moins on sait que c'était pas forcément la bonne chose à faire. Mais au moins on le conscientise. Un chien de petite taille qui va aboyer sur des gens dans la rue, ça va pas provoquer la même chose. Par exemple, un chihuahua qui vous aboie dessus dans la rue, ça va pas provoquer la même chose qu'un énorme Rottweiler. On est d'accord. Vis-à-vis des passants et même des propriétaires, la quasi-totalité des gens vont réagir différemment si c'est tel chien ou tel chien. Souvent, un petit chien qui aboie, ça va provoquer une réaction limite humoristique chez les gens, voire provoquant même des comportements complètement inappropriés. Pour les chiens, pour les gens, pour tout le monde et pour eux-mêmes. Mais vu que c'est un petit chien, c'est pas grave. C'est pas grave, vous comprenez. Et comme tout autre problème d'éducation, comme je disais tout à l'heure, on prend moins souvent. On est d'accord, Mindy, c'est pas grave. Oui, on en a marre de ces chihuahuas qui ont le droit d'aboyer, de faire wouh wouh wouh, et où les gens ils sont là oui, alors, mais t'es pas content. Et quand toi tu aboies parce que, je sais pas, parce que y a un chat qui vient de passer dans la rue, tout le monde s'écarte et on nous demande de changer de trottoir. On est d'accord, on en a marre, on en a gros. Oui, la grosse, on en a gros. Et au final, comme tout autre problème d'éducation, on prend moins souvent la peine d'apprendre à un petit chien à juste avoir des bases d'éducation ou de sociabilisation parce que c'est pas grave, c'est un petit chien. En réalité, il y a le comportement du chien qui va dépendre énormément de l'humain, même quasiment tout le temps. Du coup, il y a aussi certaines races qui ont été adoptées par des personnes pour chercher un effet dissuasif. Ça a aussi renforcé la mauvaise image de ces chiens-là. Les fameux kékés des plages avec leur gros staff en mode moi je suis un caïd. En mode ils se font pousser des couilles en fonction de ce qu'ils ont au bout de la laisse. N'est-ce pas le gars que t'as croisé, Lorenzo, et qui t'a dit faut pas regarder dans les yeux ce chien. non. Moi j'ai un malinois. Moi j'ai un malinois. Ça aussi, ça contribue mine de rien à la stigmatisation des races. Et justement, je vais vous montrer 2 vidéos que je trouve que j'ai trouvé sur les réseaux et que je trouve assez parlantes. Et je vais juste vous demander, en regardant ces vidéos, d'imaginer que les petits chiens, c'est que des 2 vidéos où il y a que des petits chiens sur les vidéos, ok? Je vais vous demander d'essayer d'imaginer que ces petits chiens-là, ça soit des bergers allemands, ok? Ça va pour vous? Essayez de garder ça en tête. Faut pas se pencher dessus comme ça. Ah non, mais t'as pas vu, hein. S'il vous plaît, imaginez que lui, c'est un berger allemand. S'il vous plaît. All right, bro. Okay. France, come to. Let it go. Oh my God, look at that dog. We could go left here. What's his name? Emma. Hey, Emma. Hey, Emma. Hey, baby. Hey, baby. You're so cute, Emma.
Est-ce qu'on a besoin de dire quelque chose sur ça? Il a fait ouf, LV3. Et est-ce que vous pensez que ce gars l'aurait fait si ça avait été j'allais dire un labrador, un doberman, un berger allemand? Vraiment, les pauvres petits chiens doivent subir des choses complètement what the fuck parce qu'ils sont petits et que c'est pas grave et qu'il va rien leur arriver à ces gens-là. Enfin, c'est ce qu'ils croient, mais en réalité, ça mord pas mal, un petit chien, quand ça veut. Qui irait jusque-là? Alors déjà, moi, petit chien ou grand chien, jamais j'irai jusque-là. Genre, le chien, il a pas envie à un moment donné. Have you ever wondered why are Écoutez Chihuahuas pas so trop à ce qu'ils aggressive? disent derrière. Despite being the smallest breeds of dogs, Chihuahuas are known for their big attitudes. But why is that? Chihuahua often suffer from small dog syndrome, which is a mix of behaviors that small dogs use to overcompensate for their size, growling at everything, and assert themselves in a world full of bigger animals. Lack of training and socialization also play a huge part in these behaviors. Imaginez, c'est un Many berger people allemand think là. that since Chihuahuas are tiny, they don't need to be trained. People often grab, pick up, and manhandle these dogs, which can allow bad habits to creep in. Medical issues can also trigger these behaviors, particularly dental disease, causing underlying pain in your dogs for weeks or months without you realizing it. It could also be genetics or individual personality. Like all dogs, there are calm and sweet Chihuahuas, so it's the owner's responsibility to prevent these behaviors. En fait, il y a vraiment des situations où je suis là en mode, mais ça respecte zéro ce que veut le chien, en fait. Mais vraiment, genre, ils s'en foutent complet. Et limite, on va filmer pour mettre ça sur les réseaux parce que c'est drôle, en fait, un chien qui fait ça. Un petit chien qui fait ça, c'est drôle. It could also be Et le pire, c'est qu'avant d'en arriver là, ces chiens-là, ils l'ont montré de plein de façons que ça allait pas, que c'était pas ok et qu'il fallait reculer. Mais malheureusement, ça a jamais été respecté. Et je pense, bon, on le voit, pas besoin d'être devin, mais quand t'arrives à ce point-là et que t'es quand même toujours en train d'emmerder ton chien, c'est qu'avant ça, il a essayé plein de choses. Il apprend pas à ça comme ça. C'est que vraiment, c'est toi qui as fait en sorte qu'il en vienne à ce point-là. Parce que tout le reste n'a pas fonctionné pour te faire fuir. Mais en tout cas, sachez que les propriétaires de chiens eux-mêmes, en fait, ont un rôle à jouer. Quand on voit ces deux vidéos qu'on vient de voir, évidemment qu'il y a un rôle à jouer, quoi. Dans la stigmatisation, là, c'est pas mal entretenu. En plus, avec les réseaux, ces situations sont plutôt drôles, même d'ailleurs, quand ça concerne des petits chiens, plutôt que réellement dangereuses. Alors là, on va passer sur un sujet un petit peu délicat, mais qui, selon moi, contribue beaucoup aussi à la stigmatisation des races de chiens, les professionnels, pardon, le rôle des professionnels. Et là, on va regarder aussi des vidéos à ce sujet. Selon moi, les professionnels du milieu canin ont un gros rôle à jouer encore dans la stigmatisation des chiens. Les vétérinaires, les éducateurs, les refuges, même les assurances ont un rôle très impactant sur l'opinion publique concernant la stigmatisation des races. Je vais commencer par les vétérinaires. Certains vétérinaires, attention, pas tous. Selon moi, il y a des mauvais professionnels et des bons dans tous les domaines. Mais oui, des mauvais vétérinaires, ça arrive. Et le vétérinaire, c'est un des premiers professionnels que vous allez voir, parfois même un des seuls professionnels que vous allez voir pour votre chien. Donc du coup, il peut avoir un impact aussi sur votre vision du chien en général, votre vision de votre propre chien et parfois même de vous-même. Lors des consultations chez votre vétérinaire, ce dernier peut parfois, j'insiste bien sur le certain, parfois, etc. Je veux pas qu'on commence à faire la stigmatisation sur les vétos non plus. Ce dernier peut parfois vous conseiller des méthodes d'éducation. Alors ça, il y a pas mal de vétérinaires qui adorent donner des méthodes d'éducation. Est-ce que je diagnostique des gastro-entérites sur mes clients en cours d'éducation? Non. Du coup, dans la mesure où parfois ça vient d'une demande de client et que c'est potentiellement le seul professionnel du chien, ou du moins le premier avec qui vous avez contact, j'entends de vouloir demander des conseils d'éducation à votre vétérinaire, mais attention à prendre avec des pincettes. Ils peuvent très bien vous donner des bonnes méthodes d'éducation, Ils peuvent aussi vous en donner des pas forcément adaptées ou pas forcément des bonnes parce que, pour rappel, ce n'est pas son travail. Voilà. Du coup, parfois, votre vétérinaire, il peut vous conseiller des méthodes d'éducation qui peuvent être un peu problématiques ou même adopter une approche prudente à la vue de certaines races, ce qui peut donner l'impression que le risque vient de la race elle-même, sans même connaître le chien. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée personnellement. Un vétérinaire a refusé de faire un contrôle dentaire à Mindy parce que c'était un malinois. Oui, je suis arrivée là-bas pour vous faire un contrôle dentaire parce que Mindy avait saigné des gencives. Alors pas que pour ça, mais au passage, je lui ai dit, écoutez, elle a saigné récemment un peu des gencives et tout, et j'aimerais que vous vérifiez, vu qu'elle commençait un peu à être vieille, à voir sa quantité de tartre et tout. Le véto m'a littéralement dit, mais je ne mets pas ma main dans la gueule d'un malinois. Il m'a dit d'un malinois, pas dans la gueule d'un chien. Et du coup, il m'a proposé de faire une anesthésie générale pour vérifier son tartre. Et je lui ai dit, non, ça va, je vais aller voir un autre véto, merci beaucoup. Voilà. Mon véto actuel n'a jamais refusé un contrôle dentaire pour un chien, malinois ou pas, jamais de la vie. Évidemment que s'il y a des signes d'agressivité,
de quelque chose, de quoi que ce soit. Mais oui, le veto peut vous demander une muselière, peut avoir un petit espèce de lasso machin pour pouvoir faire des soins. Mais attention, Mindy, c'est une crème. Mais une crème, même chez le veto, genre juste elle subit. Voilà, elle subit, elle dit rien, c'est un peu une drama queen. C'est que des fois le veto juste la touche et elle fait alors que juste il l'a touché. Alors qu'elle a pas mal, juste c'est une drama queen. Mais genre dans cette mesure-là, dans ce cas-là précis, Mindy, il l'avait même pas touché encore. C'est qu'elle était au pied à côté de moi et elle lui avait fait la fête juste avant. En mode un humain, parce qu'elle adore les humains. Il y aurait eu n'importe quel signe d'agressivité, il aurait mis un thermomètre dans le fion, elle aurait montré les dents comme ça et voilà, j'entends le discours, mais ce n'est pas le cas. C'est qu'il m'a dit juste, je ne veux pas mettre ma main dans la gueule d'un malinois. Point. C'est une folie. Et alors que cette chienne, vraiment, je vous assure, pour ceux qui l'ont déjà vue ou qui la connaissent, c'est un minimum, mais elle adore les humains. Mindy, c'est une fanatique surtout des hommes. Et ce gars était un homme. Et elle lui a fait la fête comme jamais. Donc attention, parce que parfois, forcément, c'est un professionnel du milieu. La blouse, tout ça, peut y avoir le côté un peu le statut prime. Voilà, le statut prime. Ce monsieur, il a une blouse, donc il a forcément raison. Donc attention à ça, parce que c'est pas forcément vrai. Je dis pas que c'est toujours faux. Je dis que parfois, s'il y a des discours qui vous semblent être un peu de la stigmatisation, attention. Peu importe les professionnels, de quel professionnel ça vient. Si vous n'êtes pas forcément OK avec ce que vous entendez, vous avez tout à fait le droit de demander un deuxième avis professionnel aussi. Moi, je vais toujours, enfin du moins avant de trouver mon veto qui est incroyable maintenant, et même parfois pour des cas un petit peu plus graves, je vais toujours voir 2 vétos. Toujours. Donc attention quand même. Ça renforce du coup, selon moi, la stigmatisation aussi des races. Les éducateurs. Et oui, mes chers collègues, mes chers compatriotes éducateurs, oui, beaucoup d'éducateurs, je crois que c'est même le pire, participent énormément à la stigmatisation des races. Parfois, on peut carrément vous refuser certaines races en cours. Ça va à un tel point où pas loin de chez moi, j'ai un centre d'éducation canine où ils ont dû préciser éducation de toute race. Vous savez, un petit peu comme si vous ouvriez une école et que vous mettiez école pour tous les enfants. Ah bon? Mais non. Genre pour moi, c'est complètement aberrant de devoir spécifier toute race. Ça prouve quand même qu'il y en a beaucoup qui prennent pas toutes les races si tu dois le spécifier. Il y a certains éducateurs aussi qui peuvent quand même vous tenir des discours comme ouais, cette race est dominante, c'est un chien qui est naturellement comme ça, on peut pas le récupérer parce que c'est un XXX comme race. Et certains utilisent carrément des méthodes uniquement basées sur la contrainte. Bon bah là voilà. Et je vais vous montrer un passage d'un reportage que j'aime beaucoup qui a été fait par Esprit Dog qui n'est autre que le malinois. Pour moi, il y a la moitié de ce reportage qui concerne toutes les races stigmatisées. Profitez bien, ce que vous allez voir dans cette vidéo est dramatique. Voilà. Ouais, je voulais aussi prendre un éducateur canin pour pouvoir il n'y a pas n'importe quel éducateur canin, parce que la plupart des comportementalistes et éducateurs que vous avez dans le civil, c'est des gens qui n'ont jamais fait de travail du chien, qui n'ont jamais été à l'armée, qui n'ont jamais été en police, qui ne savent pas ce que c'est. Ils sont là, ils ont fait des petites études, du comportement positif. Ça marche le pélican. C'est pas comme ça que ça se passe avec le malinois. Le malinois, il va être gentil, il va avoir ce que... Au bout d'un moment, il va se faire chier, parce qu'il va trouver que c'est toujours la même chose. Il va vous bouffer, comme ça, gratos. Ce qui va dire, Coco, il m'énerve. Okay. C'est gentil, c'est doux. J'ai envie de la baffer, elle. Au bout d'un moment, ça l'agace. Il va passer... Ok, donc faut pas un éducateur... Déjà, on voit qu'elle est tellement vénère, elle, que c'est elle, en fait, qui est prête à bouffer les gens. Elle saoule. Elle a dû rendre ses chiens comme ça, hein. Je pense que c'est pour ça qu'elle croit ça. Hein. Un éducateur qui fait tous les chiens... Exactement, il faut un éducateur spécialisé dans le chien de travail. Qui a fait du chien de travail, qui a été éducateur, ceci, cela. Le chien, faut lui rentrer dedans, C'est toi que je vais rentrer dedans. C'est pas juste ferme, faut vraiment, quand faut y aller, hein. C'est-à-dire? Le mien non plus, Naïben. On a tous, moi j'ai travaillé dans le domaine du chien, j'ai des cicatrices, on a tous des cicatrices quand on travaille avec du chien. C'est pas attendez-vous à ce qu'il y ait peut-être un jour un retour de flamme. Si vous... Bon, j'arrête après de faire des pauses, mais ça me fatigue parce que floutage, mais pas trop. Ouais, histoire qu'on puisse la reconnaître, j'adore. Alors, ça me fatigue parce qu'en plus, je suis... vraiment, j'ai l'exemple même à la maison. J'ai été maître chien, j'ai un chien de travail. Mon chien n'a jamais eu besoin d'être rentré dedans ou je sais pas quelle connerie qu'elle peut nous dire ou avoir eu un retour de flamme et elle a 10 ans. Alors peut-être que j'ai eu de la chance, mais pourtant, elle a bossé. Pourtant, quand il fallait bosser, elle bossait. Bon, elle était un peu trop gentille, donc elle bossait à moitié. C'est pour ça qu'elle a été réformée. Mais c'est une cata. C'est une cata d'entendre des trucs comme ça. Vous dites pas ça, vous dites non, je l'ai petit, c'est moi qui l'ai élevé et tout comme ça.
il part quand même avec une génétique qui fait que c'est un chien. Ta gueule, madame, ça suffit. En fait, ils naissent comme ça. Ils naissent, Non. oui, bien sûr, ils naissent hyperactifs. Non plus. Dis bien, Tony. Bon, voilà, on est dans le bas de gamme. On est. Voilà. Et le sortir, faut le sortir combien Toujours de avec fois la laisse. Toujours avec la laisse. Ah merde, c'est pas ça le passage que je voulais. Parce qu'on sait jamais, il se fait défoncer Ah oui, par si, la c'est voiture ou quoi que ce soit. C'est vous êtes en tort. Combien de temps à peu près? Alors, contexte, ça c'est un éleveur. Un éleveur porté un peu de cave, porté pas ouf. Tous les chiots sont pas forcément déclarés, détenus dans des... si vous voulez, je vous mettrai le lien du docu, il est incroyable. Porté pas forcément déclaré, un peu éleveur. Il a fait du malinois parce que c'était la mode à cette période-là. Faut pas oublier qu'après, les attentats... Donc on en revient à la stigmatisation sur les médias, hein, que je disais avant. Après les attentats en France... je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un chien du GI, c'était le GIPN à l'époque, encore plutôt, ou c'était le RAID. C'était le RAID du coup. Diesel a été tué pendant les attentats en France. L'année d'après, il y a eu le double de naissances de malinois en France. Et lui, c'est un éleveur de ces fameux malinois. Après, dans Voilà, le jardin, il faut sortir le chien 25 minutes, minutes, toujours en laisse. Vous jouez avec lui, tout ça, ça suffit ça. Si vous avez un jardin, enfin, on va dire de 250 mètres. Ouais, on Vous a donnez 150 mètres. Voilà, vous prenez une ballon, vous le jetez, il va vous la ramener, tout ça, etc. Ça, c'est d'activité aussi. Une fois, par exemple, les gens ils viennent faire du sport de l'autre côté, ils font le tour. Un jardin, ça suffit pour avoir un malinois. Un jardin de 150 mètres, toujours en laisse, 25 minutes par jour, et tu lui lances la balle dans le jardin. De l'autre côté. C'est un éleveur qui vous dit ça. Imaginez, si vous n'y connaissez rien, vous venez adopter un chien dans son élevage, et derrière, vous avez l'éducatrice de juste avant, là. Et c'est des professionnels du milieu, qui sont, vous êtes censé les voir comme des professionnels du milieu. Comment c'est possible de remettre en cause, sans connaître le chien, sans rien, hein, ces discours-là, c'est... Pour lui, l'activité de son Salut chien, c'est de Aiko courir aussi, pardon. à travers son portail quand les gens passent autour. Le vrai danger de ça, Bien parce que sûr, moi, Naïbet. franchement, ça me fait sourire, ça, mais c'est surtout les gens qui ne connaissent pas, qui veulent un chien, et C'est ça. voilà, qui vont chez lui et qui vont se dire, alors, il y a tous ceux qui vont se dire, jamais je prendrai de chien de ma vie, parce que là, c'est un monde de fous. Là, c'est-à-dire que là, voilà, J'espère que les ils gens sont se tous disent ça. dévissés. Mais tous ceux qui veulent prendre un chien et qui se disent ah bah oui bah ça doit être comme ça, c'est la vérité puisque C'est un professionnel. se dit, pro, pas pro, enfin on n'y comprend pas grand chose. Et là en fait on va se retrouver en fait avec des gens qui vont sortir leur chien 25 minutes par jour en laisse, qui vont laisser le chien dans le jardin pour gueuler après les gens qui passent, et ils vont se retrouver ces gens-là avec un malinois quand il va avoir 8-10 mois, un peu gaillard, un peu courageux. Bah avec un malinois mordeur, on peut toujours se dire que lui il est dégénéré. Pas forcément, on va appeler mais... des vrais professionnels, on va appeler des éducateurs canins, on va en appeler 64 pour être très clair. Et on va avoir 13 éducateurs canins sur les 64 qui vont accepter de nous voir. Tous les autres, en termes d'excuses, on est vraiment sur des choses extraordinaires. Bonjour monsieur. Alors, si vous pensez que ce que vous avez vu avant vous a choqué, je vous laisse regarder ça. Je rappelle, hein, c'est parce que ça me fatigue, des professionnels du milieu canin, des éducateurs canins, des éleveurs tiennent des discours comme ça. C'est très grave. Monsieur, je vous appelle parce que je cherche un éducateur canin. Si vous voulez, c'est un malinois de 2 ans qui est un peu foufou, on va dire. C'est-à-dire que en gros, voilà, il est un peu excité surtout quand il y a un humain qui arrive, il lui saute dessus pour jouer, etc. Ok. Écoutez monsieur, je vais être assez franc avec vous. Moi, je fais pas de la magie. En fait, les malinois, c'est une race qui est difficile à contrôler, à éduquer. Et là, vous me dites qu'il a déjà 2 ans. Les comportements que vous avez là, ça va pas aller en s'améliorant, et parce que c'est aussi une race de chien qui est comme ça, qui est agressive. Attention, vous vous souvenez ce qu'il lui a dit? J'ai un malinois de 2 ans qui est un peu foufou et qui veut sauter sur les humains en mode pour jouer quand il voit des gens. Il a pas vu le chien. Non mais il a pas vu le chien. Donc c'est très grave déjà. Et en aucun cas, il a dit qu'il était agressif. Hein. En aucun cas. C'est une folie. L'éducateur canin au bout du fil, il a entendu malinois 2 ans, il a catégorisé agressif. Un professionnel du milieu. Très grave. Malheureusement sur certains... C'est fou. L'éducateur, en fait, est responsable des abandons. C'est-à-dire que
Complètement. Vous avez une grosse partie des abandons en France aujourd'hui, d'accord, qui sont liés à des problèmes d'éducation de merde, hein, des trucs à la con. Là, à aucun moment on parle d'agressivité. Hein. Le gars, il te dit, le Malinois, il va être agressif, le tien, tu vois, il est agressif. À aucun moment on aborde ça. Je vais vous donner un conseil, c'est de vraiment montrer que vous êtes le dominant, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, je vous dis, il a 2 ans. C'est déjà compliqué. S'il a déjà pris la confiance avec vous, s'il agit déjà comme ça, ça va être compliqué, monsieur. Ouais. J'aimerais savoir si vous êtes bien dans mon secteur d'activité. Bah, je suis dans Paris. Vous êtes où à peu près? Dans le 17e. 17e, alors là c'est compliqué pour moi le 17e. Moi j'interviens vraiment Paris-Est, alors là je peux pas aller jusqu'à chez vous. Mais excusez-moi, enfin moi je peux me déplacer par exemple. Je vous avoue, aller dans le 17e pour moi là c'est vraiment pas envisageable. Pour ceux qui connaissent pas Paris, d'accord, grosso modo, entre l'endroit dans lequel elle est, 12e arrondissement, et le 17e, bus, métro ou vélo, d'accord, allez, 15 minutes, 20 si vous êtes très lent, vous y êtes, d'accord? Non mais... Je suis désolée, mais je préfère vous référer à quelqu'un d'autre si ça vous va. Bah, je vous avoue que j'ai pas trop de pistes parce que j'ai regardé sur Google et que vous n'êtes pas la première qui me refuse. Donc, ouais. Je vous avoue pas trop savoir, mais je peux me déplacer par exemple au bois de Vincennes et qu'on se rencontre au bois de Vincennes, non? Ouais, non, je suis désolée, c'est vraiment... Le problème, c'est qu'au bois de Vincennes, je peux pas faire une séance convenable, en fait. C'est que je peux pas faire une première rencontre au bois. Donc, je suis désolée, je comprends pas. Parce que c'est pas comme ça que je travaille pas comme ça, en fait. C'est que j'ai besoin de mettre du pied du fond, faudrait aller, vous voyez, faudrait travailler dans votre quartier, autour de chez vous. Bah oui, bah fais-le. Mais fais-le. Mais c'est quoi le problème? Aller au bois, ça serait pas l'environnement dans lequel il va évoluer normalement. Vous voyez, si on travaille un chien, on travaille dans son environnement, pas déconnecté de l'environnement, ça aurait aucun sens. Bah non, mais le Si, bois ça de a Vincennes, du sens. il le connaît, hein. Vous savez, on a déjà été, Ouais. etc. quoi. Ouais, mais je comprends, mais vraiment là, ça marche pas pour moi là, parce que pour moi il faudrait travailler d'abord vers chez vous et dans votre lieu normal en fait de balade quotidien quoi. Bah les bois justement. Bon écoutez, là tout de suite maintenant je suis un peu occupée, j'ai des choses à faire, je peux pas vraiment. Écoutez, je vais réfléchir, je vois si c'est envisageable le West Vincennes, ça me changerait. Je vais réfléchir. Écoutez, là, attendez, là, vraiment, je peux pas trop rester au téléphone, j'ai des choses à faire, mais on m'attend, mais écoutez, je réfléchis et Oh, elle est paniquée de ouf. je vous rappelle si je vois que j'ai voilà, Oh putain, heureusement en fait qu'elle dit non. Parce que déjà, vu le taux de stress de la dame et tout, non, tu fais très bien, va pas avec elle en fait, c'est très bien. Vraiment. Pauvre chien. Oh. Pardon. Je suis vraiment pas... Je suis dans la vie. Bon, écoutez, je suis désolée, je peux pas rester, je vous rappelle éventuellement. À plus tard. À plus tard. Concernant cette race-là, qui du coup a déjà, donc votre Malinois qui a déjà 2 ans, c'est plus un chiot, hein, il est déjà bien avancé dans son âge, et du coup ce genre de comportements sont compliqués à travailler. Oui, c'est compliqué à travailler quand il connaît rien. Non, mais à un moment donné, dites les choses. Les collègues éducateurs, à un moment donné, il n'y a pas de honte à pas savoir. Vraiment, on nous apprend pas tout dans les formations. Et même dans une seule formation, on peut vous apprendre qu'une méthode ou 2 ou plusieurs, et tant mieux. Mais parfois, c'est une seule méthode et elle va pas convenir à tous les chiens. Mais du coup, je vais pas dire à la personne, alors non, là c'est compliqué. Non, mais il a déjà 2 ans, vous comprenez, machin. Non, je dis juste, alors moi, je suis pas capable parce que j'ai pas appris, parce que j'en sais rien, parce que ma tante est malade, parce que j'en sais rien, mais juste assumer le fait de pas être capable, mais de pas laisser la personne dans la merde et la rediriger vers quelqu'un qui saura mieux que vous. Il y a pas de honte en fait. Et ça, dans ce milieu, ça sauverait énormément la stigmatisation et ça sauverait énormément le cas de certains chiens. Mais à part dire ah non, mais là c'est compliqué, hein, il a déjà 2 ans. Remettre tout la faute sur le chien, tout le temps. Remettre la faute sur le chien. Non, mais il a déjà 2 ans, c'est un Malinois, il est comme ça, c'est compliqué à travailler, machin. Non, toi tu sais pas, mais donne-moi un professionnel qui va savoir. Et là déjà, peut-être que ça changera l'opinion. Ils font beaucoup plus des chiens de travail que de famille, qui ont besoin de beaucoup de dépenses. Voilà, une fois que le comportement est ancré, surtout à cet âge-là, hein, c'est très compliqué. Donc moi, de mon côté, je ne pourrais pas, malheureusement pas m'en occuper. Là, on parle d'éducateurs canins. Hein. C'est grave. Diplômés, officiels, qui ont le droit de travailler. Putain, mais comment les gens ils peuvent s'en sortir? C'est-à-dire, c'est terrible ce qui se passe là.
qui serait intéressant, à mon sens. Oh putain, il y en a encore. C'est de voir d'abord J'avais pas vu. comportementaliste. La vérité, c'est qu'on gagnera beaucoup de temps si le chien a un petit traitement qui fait Attends quoi? Attends, il est en train de lui dire va voir un veto comportementaliste pour qu'on ait un traitement pour après travailler, mais il a pas vu le chien là. Ouais, mais ça c'est pas une option pour moi. Je vous le dis, même moi je prends pas de paracétamol, donc donner un médicament à mon chien, c'est pas du tout envisageable. Il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que voilà. Pourquoi je propose ça, c'est parce que je sais qu'on travaille beaucoup plus rapidement, beaucoup mieux que pour le chien, ça améliore son bien. Ouais, mais je pense que ça altère. Je pense que ça altère et je veux pas. Pour que le chien... Alors moi, je veux pas vous convaincre. Je dis juste pourquoi je le fais. Je ne garantis aucun résultat s'il n'y a pas de traitement. Mais t'as pas vu le chien? Comment ça, tu garantis aucun résultat s'il n'y a pas de traitement? Dramatique quand même, parce que on est sur quelqu'un qui a pas vu le chien. Mais oui, merci. Elle a pas vu le chien. Et elle dit déjà, d'abord, tu vas le droguer, et ensuite, je vois le chien. Vous vous rendez compte, cette folie? Alors, je vais pas vous faire un cours là-dessus, hein, mais en gros, si tu donnes un traitement, tu altères les réactions. Si tu altères les réactions, tu connais pas les réactions. Donc, d'abord, on voit le chien, mais après, oui. on pensera à ce qu'on a envie de penser. Mais vous avez vu? Potentiellement. On a des folies. T'as pas l'impression que les maîtres qui viennent... Bon voilà, ça c'était, je crois, hein, ça s'arrête là si je dis pas de bêtises pour les éducateurs. Ils en ont vu 64, il y en a 13 qui ont dit oui sur les 64, c'est quand même, le ratio est quand même pas ouf. Hein. Pour en revenir au point d'avant, bon ben voilà, vous voyez bien que les éducateurs ont un rôle à jouer, hein, clairement. Hein. Il y a d'autres professionnels quand même qui vont jouer aussi dans la stigmatisation. Les refuges. Alors, je m'explique. Encore une fois, certains refuges, pas tous, pas sur tout le monde. Parfois, c'est des bénévoles. Parfois, c'est des gens qui s'y connaissent. Parfois, pas du tout. Donc, il faut prendre avec des pincettes. Attention, ne dites pas après ça, oh là là, les refuges stigmatisent. Non, les refuges, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Mais parfois, il faut aussi avoir une vision un petit peu plus large parce qu'il y a certains refuges qui vont étiqueter assez rapidement des chiens comme difficiles. Et souvent, auprès des propriétaires qui viennent adopter, enfin des adoptants, insister sur la race. Ça, c'est des choses qui se voient. Mais par contre, on oublie quand même assez souvent que évaluer un chien dans un contexte de refuge, c'est jamais une fatalité, c'est jamais une réalité. Le côté chien difficile, le côté chien pas ok, chat pas ok, peut s'avérer complètement faux à la sortie du refuge. Tout comme l'adoptant qui va venir et qui va voir, comme j'expliquais tout à l'heure, un chien, par exemple, de berger qui va aboyer derrière sa cage, derrière les barreaux, et ben justement, c'est au rôle des refuges d'expliquer que ce chien-là, il est gardien. C'est normal qu'il ait une réaction comme ça, mais il est adorable. Peut-être pas, hein, mais souvent, bah oui, ils vont garder, en fait. Ils sont enfermés dans leur cage. Les gens arrivent avec des enfants, ils se font aboyer dessus comme jamais. Bon, bah, il y a peu de chances où, de eux-mêmes, ils se disent « Oh, bah alors, le pauvre chien, non, mais c'est normal parce que il est en derrière des barreaux, machin, patin, couffin. » Et les refuges, je trouve, pour certains, devraient tenir un petit peu plus ce rôle de déstigmatiser, en fait, aussi certains comportements qui sont propres aussi aux conditions de refuge. L'environnement, en fait, va prendre une place très sérieuse dans l'évaluation comportementale d'un chien. Et il se comporte assez rarement, sur certains points, de la même façon en étant chez lui, au beau milieu d'une foule sur le quai d'une gare. Non mais, excusez-moi, mais on est d'accord que vos chiens, quand ils sont chez vous, dans leur bulle, leur environnement, ils vont jamais se comporter pareil que si vous l'amenez dans une énorme beuverie. Pour certains, oui. Et tant mieux, parce que vous avez des chiens hyper équilibrés sur toutes les situations. Et vous l'amenez en plein milieu d'une beuverie ou au feu d'artifice du 14 juillet, en plein milieu d'une foule, ou même parfois juste à l'autre bout de la rue, il va jamais se comporter de la même façon. Donc du coup, il y a aussi ce côté où l'évaluation comportementale dans un seul et même milieu, et en plus dans des conditions de refuge, c'est pas une fatalité. Le contexte refuge, abandon, perte de repères, milieu inconnu, ça peut être très 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 anxiogène et c'est pas révélateur du caractère réel du chien dans un environnement un petit peu plus sain. On a aussi, ça va peut-être vous étonner, mais les assurances, et il y a aussi plein d'autres points, hein, mais les assurances vont quand même jouer un rôle là-dedans, surtout dans les chiens catégorisés. Il y a plusieurs comparateurs et experts en assurance qui affirment que certains assureurs refusent totalement les chiens de catégorie 1. Vous n'avez pas le droit d'assurer votre chien de catégorie 1, mais c'est obligatoire. Comment on fait ? Et il y en a d'autres qui acceptent que les catégories 2. Il y a d'autres compagnies d'assurance qui vont accepter au cas par cas, avec certaines restrictions, conditions spécifiques, où ils vont majorer, ils vont faire des surprimes parce que c'est cette race-là. Du coup, dans les assurances concernées, je vais taire les noms. Je suis allée moi-même vérifier dans leurs conditions générales, parce que je me suis dit, c'est bizarre qu'il y ait cette info, et en même temps, s'ils le pratiquent, ils doivent l'écrire dans leurs conditions générales, et en même temps, je me suis dit, s'ils l'écrivent dans leurs conditions générales et qu'ils sont pas trop censés le faire, c'est un peu chaud. Je suis moi-même allée vérifier dans, vous savez, les fameuses conditions générales énormes que personne ne lit et où tu dois valider. Voilà, je me suis fait ça hier soir, c'était très cool, c'était très fun. Je vais taire les noms, mais en effet, il
y en a qui n'ont rien écrit dans leurs conditions générales, mais qui, selon les comparateurs d'assurance, factureraient des surprimes. Et il y en a certains, dans leurs conditions générales, pratiquent des facturations supplémentaires à noter d'un selon la race. Voilà, pas plus de détails, on sait jamais, histoire de pas trop se mettre dans la merde. Les assurances habitation aussi excluent systématiquement les chiens de catégorie 1 et 2. Systématiquement. Et du coup, les assurances, elles vont fonctionner sur une logique de risque statistique. Mais ici, elles vont se baser sur le caractère légal et la perception du danger lié à la race, et pas uniquement sur des données comportementales réelles. Donc en fait, le risque, il est un peu plus officialisé économiquement. Si un chien coûte plus cher, en fait, il va être refusé, il nécessite d'un contrat spécial parce que il est perçu du coup comme dangereux. Si ce chien-là a besoin d'un contrat spécial, c'est que le chien est spécial. Et à savoir, il peut provoquer plus de risques pour l'assurance, donc il va provoquer plus de risques. Typiquement, vous avez une voiture de luxe, de collection, etc. Vous allez y mettre une assurance spéciale dessus sur votre voiture de collection. Parce que du coup, il va falloir des conditions un peu plus adaptées du fait que c'est une voiture spéciale. Donc c'est un peu normal que si votre assurance responsabilité civile vous dise « Ouh là là, chien spécial !» Ah oui, non, mais alors là, ça va coûter plus cher parce que c'est un staff. Alors ça va être surfacturé parce que c'est un staff. Comment vous pouvez, dans votre cerveau, ne pas faire le lien avec « Oula, assurance spéciale, chien un peu à risque ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc le chien, il va être objectivement considéré comme plus dangereux. Mais il y a un dernier rôle dans la psychologie, dans la stigmatisation des races de chiens. Il est logique, mais si on n'y pense pas, on n'y pense pas. Juste le rôle de notre psychologie, de notre cerveau. La stigmatisation, elle vient pas seulement de tous les points cités précédemment. Elle est profondément liée à la façon dont notre cerveau, en fait, humain, est constitué, comment il va percevoir, comment il va simplifier et comment il va réagir au monde. Le cerveau va utiliser plusieurs biais. Il va utiliser la catégorisation, c'est-à-dire qu'il va classer, généraliser, simplifier. Gros chien musclé, danger. Petit chien mignon, inoffensif. C'est clair, simple, concis. Notre cerveau fonctionne comme ça. Donc en fait, on a ce côté où il y a un côté naturel à cette stigmatisation aussi. On a aussi le biais de peur. On va faire un peu une surévaluation du danger. Par exemple, une attaque grave de chien va être très marquante dans l'esprit, avec les médias, avec tout ce qu'on a vu juste avant. Mais des centaines d'interactions normales que vous pouvez avoir au quotidien avec des chiens vont être plus facilement oubliés par votre cerveau. Et au final, le résultat, c'est qu'on croit que le danger, il est plus fréquent qu'il ne l'est réellement. Parce que cette attaque grave de chien qu'on va avoir entendue par la cousine de Jean-Michel qui habite au 8e et qui a un ami qui lui-même a un petit-fils qui avait un jour en garde alternée un Doberman, a gravement mordu quelqu'un. Du coup, dans notre cerveau, le biais de peur va s'activer, va surévaluer du coup le danger et on va le penser un peu plus fréquent qu'il l'est. Il y a le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une idée en tête, telle race est dangereuse, vous pouvez être quasiment sûr que le cerveau, il va avoir tendance à remarquer que les cas qui vont confirmer ce que vous pensez et ignorer un peu les autres. Par exemple, une histoire toute bête qui m'est arrivée, là c'est un point de vue très personnel, mais une expérience personnelle, pardon. Quand j'étais ado, j'ai eu un problème, je m'étais fait suivre pendant plusieurs semaines par une bagnole, enfin bref, il y avait eu une histoire de vol de scooter où j'avais porté plainte, je savais qui c'était, j'avais porté plainte contre ces personnes-là et ils avaient envoyé des gens de leur famille me faire peur. Un cousin de je sais pas qui, enfin bref. Et du coup, ce qui fait que je me suis fait suivre par une bagnole. Vous savez, ces espèces d'utilitaires, petits utilitaires Renault, là, avec une serviette éponge à chaque fois, une serviette de toilette accrochée à sa vitre pour pas qu'on voit sa tête. Ça a duré pendant des semaines. La première fois que ça m'est arrivé, où je me suis fait suivre par ce gars, parce qu'il m'a suivi pendant longtemps et plein de fois à plein d'endroits différents. Le lendemain, je suis allée à l'arrêt de bus pour aller au lycée. Je vous jure que je voyais mon cerveau s'arrêter que sur les utilitaires blancs. Que sur ça. C'est une folie. Alors que tous les jours, je voyais des utilitaires blancs tout autant qui passaient devant moi, mais juste mon cerveau les remarquait pas, parce qu'il bloquait pas dessus, parce que ça n'a pas été associé à une idée préconçue dans ma tête. Alors que là, pour le coup, le biais de confirmation s'active et en fait, une fois qu'on a une idée en tête, les utilitaires blancs, j'en ai peur, telle race est dangereuse, mais du coup, le cerveau va avoir tendance à remarquer tous ces cas, tous ces détails qui vont confirmer ça et ignorer les autres voitures qui seraient pas des utilitaires blancs. Ignorer les petits bichons maltais qui vont passer de l'autre côté de la rue. Il y a également le biais d'apparence. Ça va être basé sur le physique, donc un peu mâchoire large, masque noir, un peu comme Mindy à toute la gueule noire, le corps musclé, la taille du chien, et ça va provoquer automatiquement de la méfiance ou de la peur un peu instinctive, pardon. Et il y a un autre biais qui n'est autre que l'association. Les situations dites dangereuses
dans lesquels sont représentées certaines races de chiens, dites dangereuses également, police militaire, etc., vont déclencher instinctivement un raccourci dans le cerveau. Malinois égale police égale danger, donc malinois égale danger. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Caniche égale maître ennuyeux ou bourgeois, gnangnan au bout de la laisse. Voilà. En fait, il va faire un raccourci comme ça, parce que telle situation, telle chose qu'il a vue va aussi faire va provoquer ce raccourci. Exemple, il y a une psychologue qui en parle très très bien dans ce même reportage. Je vais vous poster le lien. On va la regarder justement, cette explication, elle est très très intéressante. Si spécialisée en psychotrauma, je te dirais que ça vient, c'est ma première hypothèse. D'un événement ? Ouais, si quelqu'un arrive chez moi, généralement, c'est qu'il y a potentiellement un événement identifié, soit quelqu'un qui effectivement a vécu un événement traumatisant avec un chien. Après, il y a des personnes qui vont arriver et qui vont me dire « j'ai peur des chiens », mais je suis incapable de vous dire d'où ça vient. Ouais. Donc ça va être un travail un peu plus long, avec des hypothèses qui sont mises en place, d'associations, de conditionnements qui sont faits par notre cerveau, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mais médiatiquement, même des panneaux qu'on peut voir, tu sais, dans la rue, attention chien méchant, il y a beaucoup de choses en fait où sans s'en rendre compte, il y a du subconscient qui fonctionne énormément. Exactement, il y a beaucoup d'inconscients, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place autour de attention chien méchant. J'ai eu une cliente il y a pas longtemps qui avait un Rottweiler et un Bouvier bernois, donc des gros chiens, donc qui n'a pas peur des chiens. Et qui me dit, moi je suis terrorisé du malinois, vu que je le vois qu'à la télé avec une énorme muselière et en train d'intervenir dans des théâtres d'opérations qui sont extraordinairement compliqués. Sur ces 10 dernières années, on le voit sur des attentats, on le voit sur des choses qui sont vraiment très dures. Elle me dit, c'est le seul chien qui me fait peur. Et pourtant, elle a des gros chiens. Bah, tu vois, je parlais tout à l'heure d'association et de conditionnement, on est typiquement là-dedans. En fait, si notre cerveau associe attentat, malinois, il va partir dessus. Police. En fait, c'est tout ce qui a trait au danger. Il y a un malinois potentiellement à côté. Donc notre cerveau, qui est très discipliné et qui est là pour assurer notre survie, lui, il va associer malinois égale danger. Donc potentiellement, on s'approcherait moins des gros chiens type malinois parce que c'est médiatiquement peut-être un danger, quoi. On va voir le... Et oui, merci madame. Merci madame. En fait, il y a un côté, un côté très psychologique aussi à tout ça et notre fonctionnement du cerveau. Ce n'est pas que les points cités précédemment. Et du coup, pour terminer, en fait, ce live conseil canin qui, j'espère, vous aura peut-être appris des choses ou confirmé certaines choses. En fait, en conclusion, la stigmatisation des races, elle est complexe. Elle repose pas sur une réalité scientifique, mais sur un ensemble de facteurs qui vont se renforcer entre eux. Les lois, l'histoire, les médias et même parfois les professionnels et notre manière de penser contribuent à créer une image biaisée d'une réalité. On en vient à associer la dangerosité d'une race tout entière alors que même la science montre que le comportement d'un chien dépend de diverses raisons. Cette simplification rassure avant de refléter une réalité. C'est ce que disait la madame avec le côté survie en fait du cerveau. Ce phénomène nous en dit autant sur les chiens que sur nous-mêmes. Il révèle notre tendance à catégoriser, à avoir peur de ce qui nous est inconnu ou nous impressionne et à chercher des explications simples à des situations complexes, bien plus complexes. Ce n'est pas la race qui va faire un chien dangereux, mais bien le contexte dans lequel il évolue et la manière dont l'humain interagit avec lui. Et je vous remercie et j'espère que ces conseils vous aideront à mieux comprendre vos chiens. Merci beaucoup.